vous pouvez m'interrompre. Alors, je vous présente des excuses parce que je dis à Julie, j'avais pensé à arriver avec les publications les plus récentes sur la question, et puis j'ai dû les oublier sur mon bureau ce matin. Bon. C'était deux choses qui sont parues récemment, toutes les deux l'année dernière. Il y a eu l'anthologie de l'écoféminisme dirigée par Emily H, parue sous le titre Reclaim, et dont j'ai fait la postface, et qui est donc une anthologie de traduction de textes en anglais. Et d'autre part, il y a un numéro de la revue Multitude qui est paru en juin 2017. Et bon, si vous connaissez Multitude, c'est une revue qui a ce qu'elle appelle une majeure, hein, un thème principal. Et le thème principal de ce numéro, c'est l'écoféminisme, où il y a bon, toute une série d'articles. Donc je vous invite à les regarder tous les deux. Bon, moi par ailleurs, bon, ma compétence pour être ici, c'est que j'ai écrit un certain nombre d'articles sur l'écoféminisme. J'en ai publié un dans la revue Tracé, j'en ai publié un dans un volume collectif dirigé par Sandra Logier sur le CARE, et puis j'en ai publié un dans la revue du genre, hein, qui a été aussi consacrée aux questions d'écologie et féminisme. Bon, si ça vous intéresse, vous me demandez, je vous donnerai les références précises. Alors, dans la présentation du numéro de Multitude, il est question de nébuleuse écoféministe, et je crois que c'est tout à fait juste. Bon, c'est quelque chose qu'on emploie souvent pour l'environnement. En sens où l'écoféminisme, il n'y a pas une doctrine, il n'y a pas non plus un mouvement, hein, c'est un ensemble et d'idées et de mouvements. Donc je vais essayer de donner un certain nombre de repères, et puis je vous ferai une présentation de points que je justifiais, mais je ne prétends pas du tout faire un tableau exhaustif, certainement pas, mais même pas très balayant. Hein, bon, mais tout ça, ça pourra venir dans la discussion. Alors, il y a une chose dont on est sûr, c'est que le nom écoféminisme apparaît en France. C'est une femme, Françoise d'Aubonne, qui n'est pas très connue, hein, qui est active dans les années 60-70. C'est d'ailleurs une écrivaine assez prolifique. Hein. J'ai pas ces dates-là, mais bon, elle meurt vers 2000. Et elle lance le terme d'écoféminisme dans un livre intitulé « Le féminisme ou la mort ». C'est peu après que René Dumont a publié « L'utopie ou la mort ». Hein, bon, en fait, j'y reviendrai un peu, ça ne va pas avoir énormément d'écho en France. À l'époque, bon, alors, j'avais rencontré quelqu'un qui faisait une thèse sur Françoise d'Aubonne, mais je ne sais pas si ça fait bien 4-5 ans, donc normalement la thèse elle devrait être finie, mais je n'en ai pas eu de nouvelles. Bon, Françoise d'Aubonne, ce qu'elle fait, donc si vous voulez, c'est en 74 hein, qu'elle emploie le mot, c'est le moment où se développent les mouvements féministes en France, c'est une critique du patriarcat, et elle lit domination des hommes sur les femmes et domination des hommes sur la nature, on y reviendra. C'est la grève des ventres, hein, pour elle. L'écoféminisme, ça veut dire ne pas procréer. Dans ce côté-là. Bon, vous allez voir que ça va beaucoup changer ensuite, c'est pour ça que je vous dis. Bon, alors ça, on en est sûr. À la fois que c'est elle qui invente le mot, et que le mot, il fait un peu flop en France.
Est-ce qu'il est repris aux États-Unis ou est-ce qu'il surgit au même moment aux États-Unis? Ça, on n'en sait rien. Je dis ça parce qu'il y a une américaine qui s'appelle Ariel Saleh, S-A-2-L-E-H, hein, c'est d'un ancien mari libanais, hein, qu'elle a son nom de Saleh, qui dit que non, pas du tout, et qui est une écoféministe américaine connue, très active, etc. Elle dit non, pas du tout. Hein, ça surgit aussi en même temps aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est une façon de forger de nouveaux mots qui est beaucoup plus anglophone que francophone. Hein. C'est un mot valise, écoféminisme, on en fait beaucoup plus en anglais qu'en français. Enfin, peu importe. En tout cas, bon, le mot surgit au même moment, et à la différence de ce qui se passe en France, aux États-Unis, il va avoir aux États-Unis, principalement aux États-Unis, mais disons dans le monde anglophone, il va avoir une vraie importance. Hein. Et il y a, alors c'est là qu'il y a des courants écoféministes, mais il y a des anthologies, il y a, je ne sais pas s'il y a des chaires d'écoféministes, mais il y a des universitaires qui sont connus comme écoféministes. Donc, il y a quelque chose aux États-Unis. Alors, ce quelque chose aux États-Unis, c'est là qu'on peut... donc, si vous voulez, la première divergence, c'est d'où vient le mot. Le deuxième éclatement, c'est ce que Émilie H. prend dans la préface de Reclaim, hein, de cette anthologie d'écrits écoféministes, qui est, je dirais, la tension entre est-ce que c'est un mouvement ou est-ce que c'est une doctrine? Alors, Émilie H. prend, comme elle fait, et ça fait son mérite d'ailleurs, dit, bon, au fond, moi, non seulement la doctrine, je m'en moque, hein, ce qui compte, c'est la vitalité du mouvement, mais elle va jusqu'à dire que, finalement, là où il y a du doctrinal, c'est pour détruire le mouvement. Moi, je ne suivrai pas jusque-là, mais vous pouvez regarder dans l'anthologie, il y a un article où on explique comment il y a une tendance doctrinaire qui est destructrice du mouvement. En tout cas, la deuxième chose qu'on peut dire là-dessus, c'est que, comme mouvement, ça émerge le 17 novembre 1980 à une marche de femmes à Washington, le Women's Pentagon Action, qui est une marche féministe et antinucléaire donc à Washington. Et c'est là que vont... Alors, il y a aussi un article là-dessus dans l'anthologie d'Émilie, que vont se dégager un certain nombre de mouvements qui pourront ensuite s'en réclamer. Alors, à partir de là, c'est un mouvement très ouvert, qui va... Alors, là aussi, hein, on est dans les années 70-80, c'est-à-dire qu'on est en plein développement et des mouvements féministes et du début aussi du développement à l'intérieur de ça des gender studies. Et donc, l'écoféminisme fait partie de cette vitalité du féminisme aux États-Unis et dans les pays anglophones, et en dehors d'ailleurs. Alors, de là, on est à la fin des années 70, c'est à la même période qu'il y a un fort développement du mouvement écologique. Souvenez-vous, 62, Rachel Carson publie Silent Spring, 67, toute une série d'articles importants sur des questions, bon, l'article de Lee White Jr. sur les origines de notre crise écologique, l'article de Gary Hardin, 72, le rapport Meadows, et 73, le début de l'éthique environnementale. Hein, les premiers articles, l'article de Boutelet qui lance l'éthique environnementale. Si bien que dans cette nébuleuse de mouvements féministes croisant les questions écologiques va apparaître au sein des éthiques environnementales
de positions dites écoféministes. Ariel Salé, dont je vous ai parlé, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, va publier toute une série d'articles dans Environmental Ethics, qui est la revue de référence de l'éthique environnementale. Alors, personnellement, et c'est pour ça que, bon, après avoir réfléchi à ce que je pourrais vous faire, c'est plus de ça que je vais vous parler, moi, je suis arrivée à l'écoféminisme par là, hein, c'est-à-dire par l'intervention de femmes sur le terrain de l'éthique environnementale. Il est bien évident, et c'est là-dessus que porte la controverse dans les clés, il est bien évident que l'écoféminisme ne se résume pas à ça. Mais il est bien évident aussi que c'est une porte d'entrée sur l'écoféminisme, et c'est essentiellement de ça que je vais vous parler. Alors là, il y a des gens, bon, j'ai cité Ariel Salé, mais elle qui est paramarxiste, mais des gens dont vous avez peut-être, si vous connaissez un petit peu l'éthique environnementale, vous avez entendu parler, qui est celle qui était la femme de Richard Huxley, bon, et qui elle aussi a pris un pseudo, et qui s'est séparée de Richard Huxley, devenu Richard Sylvan. Je vous raconte toutes les petites histoires. Val Plumwood, hein, qui est une Australienne, qui a une grande importance dans l'éthique environnementale, et en particulier sur les questions d'écoféminisme, j'en parlerai. Et puis, Karen Warren, hein, alors, bon, je vous ai dit que je n'irai pas au tableau écrire les noms. Warren, c'est avec 2 R, non, c'est pas grave. Et Karen Warren publie dans les années 80 un article qui s'appelle « Les promesses de l'écoféminisme » et qui est une sorte d'examen des positions, de ce que peuvent être les positions écoféministes à l'intérieur de l'éthique environnementale. Cet article a été partiellement traduit par Stéphane Hicham a fait ça dans un numéro antérieur de Multitude consacré à l'écologie, c'est un numéro 2010, et où il y a une partie de l'article de Karen Warren, qui est un article qu'on trouve dans les anthologies d'éthique environnementale. Donc, dernier élément pour dire toute la diversité, c'est que dès son apparition aux États-Unis, mais également plus tard, l'écoféminisme, le mouvement écoféministe est multiculturel et multiethnique. Il est, par exemple, aux États-Unis, très lié au mouvement de justice environnementale, Environmental Justice, qui se développe dans les années 80 et qui sont des mouvements qui contre des pollutions, hein, et qui sont des mouvements dirigés par des femmes et animés par des femmes et animés par des... Bon, parce que c'est lié au fait que où est-ce qu'on trouve que la relégation environnementale, disons, redouble la relégation sociale, et où est-ce qu'on trouve particulièrement de dépôts de déchets, de projets d'incinérateurs, et bien là où il y a les populations les plus vulnérables, et généralement c'est pas des populations blanches. Hein. Donc c'est dans ces mouvements contre des formes d'inégalité environnementale, bon, qu'on retrouve des femmes et des femmes latino ou afro-américaines, et à ça correspond le fait que dans le tiers-monde, dans le sud, hein, comme vous voulez, il y a toute une série de mouvements, alors que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique et en Inde, hein, une série de mouvements qui s'oppose à des dégradations environnementales. Alors, ça peut être au Niger contre des prospections pétrolières, ça peut être contre des déforestations, et ces mouvements sont là aussi animés par des femmes.
La plus connue, c'est le mouvement Chico en Inde, auquel Vandana Shiva, j'en parlerai tout à l'heure. Donc c'est une composante très importante. Alors vous voyez que nébuleuse, hein, c'est au point que, et je reprends aussi l'expression d'Émiliage, plutôt dit-elle que d'écoféminisme, il faudrait parler d'activisme environnemental, de militantisme environnemental des femmes, ou plutôt parler de mouvements environnementaux dans lesquels se trouvent des femmes. Et Ariel Salé, dans un des articles publiés dans Henri Clem, dit mais comment ça se fait qu'il y ait souvent une majorité de femmes dans les mouvements environnementalistes populaires, hein, parce qu'au niveau des dirigeants, c'est une toute autre affaire. Et donc, je dirais de toute façon, quand on prend l'écoféminisme, on se rend compte, donc je dis un écoféminisme, hein, mais dans tous les cas, on se rend compte que c'est quelque chose qui finalement remet en cause les deux éléments qui se rassemblent dans son nom, c'est-à-dire c'est un féminisme qui est critique des formes reçues du féminisme, ne serait-ce parce que, si vous voulez, par féminisme, on entend généralement une défense des droits des femmes, et ça dépasse ça. On va revenir à un autre problème, et c'est aussi un type d'environnementalisme ou d'écologisme qui dépasse l'écologie. On pourrait dire que ce qui est en jeu, c'est la question de la nature, dans les deux cas. Alors on a beaucoup reproché à l'écoféminisme d'être essentialiste. On trouve toujours, hein, quand on cherche des citations, on trouve toujours. Je pense que le procès est relativement pas justifié. Pour vous dire à quel point c'est l'idée reçue, et je vais y revenir. Hein, quand ce numéro, l'organisatrice du numéro de multitude a contacté les collaboratrices potentielles, c'était de dire bon, on ne va pas encore parler de l'essentialisme. Mais en fait, si vous regardez les articles, il y en a un certain nombre qui en parlent. Bon. Pourquoi? Pour une raison bien simple. Hein, Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. La nature, c'est pas vraiment l'ami du féminisme, tel qu'il s'est développé à partir que ce soit la première, deuxième génération, bon. Enfin deuxième surtout, tel qu'il se développe à partir de Simone de Beauvoir. Et bon, moi je me souviens d'un livre de Marcella Yacoub, par exemple, qui disait mais la nature c'est le piège qu'on tend aux femmes. Hein. Alors quand elle voit arriver des féministes qui prétendent défendre la nature, déjà que l'écologie n'est pas très bien vue en France parce que c'est la défense de la nature. Alors quand vous avez en plus des femmes qui défendent la nature, ou qui sont supposées défendre la nature, je dis c'est pas super bien vu. Donc c'est beaucoup là-dessus que l'accusation d'essentialisme a été... Je vais y revenir, mais à mon avis, je vous dis c'est une accusation pas très justifiée. Donc, après cette présentation, pour vous dire que je ne vous parlerai pas de tout, je vais partir donc quand même de ce que je connais mieux, c'est-à-dire la façon dont les femmes féministes ont investi la question, l'éthique environnementale, et ont cherché à pas forcément faire prévaloir le point de vue des femmes en éthique environnementale, mais poser un certain nombre de questions féministes à l'éthique environnementale. Je le ferai en trois temps, deux qui vont rester dans le domaine culturel occidental, et dans un troisième temps, j'en viendrai à ce qu'on peut appeler les écoféminismes du Sud. Alors, sur les deux premiers points, bon, ma référence, donc, ça sera l'article de Karen Warren dont je vous ai parlé, hein, une promesse de
l'écoféminisme, bon, que je vais pas présenter en détail, mais disons, Karen Warren, dans son article, est très claire, et dont je vous dis, vous avez une traduction partielle dans le numéro de Multitude sur, qui doit s'appeler Nouvelles tendances de l'écologie, et qui est de 2010. Vous le trouverez sur Internet sans problème. Multitude donne accès très vite à ces articles. En gros, l'idée, c'est, tel que se lance l'éthique environnementale dans les années 70, il s'agit de reconsidérer les rapports de l'homme et de la nature, et de se demander si, si on n'a pas, de dire qu'on a occulté la dimension morale des rapports de l'homme et de la nature, et qu'il serait temps de donner une dimension morale aux rapports de l'homme et de la nature. Ce que viennent faire les féministes là-dessus, c'est de poser la question, mais au fond, quand vous parlez de l'homme, vous parlez de qui exactement? Et donc, l'idée, c'est que si on ne reconsidère pas les rapports, la question des hommes par rapport aux femmes, on risque de mal redéfinir la question des rapports des humains, disons, et de la nature. Alors, à partir de là, sur cette idée, Karen Warren va être prise par d'autres, elle résume bien, va introduire deux choses. Alors, d'une part, je vais y rester un tout petit peu parce que c'est là-dessus que l'accusation d'essentialisme a été portée, de mettre en parallèle ce qu'elles appellent disons, de faire apparaître l'analogie entre deux dualismes, le dualisme homme-femme et le dualisme homme-nature. Ce qu'elles appellent le cadre conceptuel de la structure de domination. Je m'arrêterai un tout petit peu là-dessus. Le deuxième point qu'introduit Karen Warren, c'est d'introduire en éthique environnementale l'éthique du care, du soin, et avec référence explicite aux travaux de Carol Gilligan, dont le livre Une voix différente et Different Voice est paru peu de temps avant. Donc, c'est à la fois revenir sur le dualisme et se référer à l'éthique du care. Alors, je voudrais revenir, examiner un peu les deux points. Donc, alors, où gît l'erreur, qu'à mon avis, l'erreur de l'accusation d'essentialisme, c'est que ce que font Karen Warren, Val Plumwood, bon, je parlerai de Caroline Merchant après, c'est qu'elles disent il y a une analogie, un parallèle entre l'oppression des hommes sur les femmes et la domination des hommes masculins sur la nature, des hommes. Comme très souvent, il y a des textes de Jean-Claude Milner là-dessus qui sont d'une grande clarté, on a tendance à passer d'une analogie à une identité. Donc l'accusation d'essentialisme réside dans l'idée que on dit que les femmes sont nature. Donc, vous voyez, du parallélisme il en est des hommes par rapport aux femmes comme il en est des hommes par rapport à la nature, on en arrive à l'écoféminisme, ce serait de dire, et il y en a qui disent, je vous dis, on trouve toujours, quand on cherche, on trouve. Les femmes sont naturelles, et donc elles sont mieux désignées pour
s'occuper de la nature que les hommes. Hein. Vous trouvez des textes qui disent les femmes, elles ont qu'à s'écouter pour comprendre ce qu'il faut faire avec la nature. Avec les hommes, les pauvres. Bon, je vous dis, je pourrais vous donner des citations, c'est pas du tout le sens du mouvement. Alors, pour comprendre, je ferai référence à un livre de quelqu'un d'ailleurs qui s'est jamais vraiment dit écoféministe, mais qui a beaucoup travaillé sur la question, qui est Caroline Merchant. Caroline Merchant est une philosophe qui a une formation d'histoire des sciences et qui a fait une thèse absolument, qu'elle a publié un livre, qui s'appelle The Death of Nature, la mort de la nature, qui n'a jamais été traduit malheureusement, c'est un livre qui est publié en 1980, et qui étudie la transformation plus que parallèle, parce qu'il y a des liens, hein, entre la position de la femme, entre la fin du XVIe siècle et le XVIIIe siècle en Europe, et l'émergence de la science moderne, de la philosophie mécaniste, autour de, un peu avant et un peu après Newton. C'est absolument passionnant parce qu'elle montre bien comment je résume scandaleusement, le passage d'une conception organiciste de la nature à une position mécaniste, on va développer la physique moderne, est absolument concomitant d'une transformation du rapport aux femmes, dont le moment de crise est la persécution des sorcières à la fin du XVIe siècle. Il y a un personnage central dans son livre, qui s'en ressort pas très bien alors qu'il avait une réputation extraordinaire, qui est Bacon. Voilà. Et elle montre très bien Alors, Bacon est avant, de certaine façon, avant le mécanisme, puisque scientifiquement, il n'avance rien. Il faut attendre Galilée et Descartes. Disons, et il met en place une philosophie de la torture faite à la nature. Il faut torturer la nature pour la faire parler. Et Caroline Merchant montre bien l'échange de métaphores qu'il y a entre on force la nature comme on force une femme, et en même temps, donc à la fois, disons, les métaphores passent d'un côté à l'autre, et la transformation se fait dans ces structures conjointes. Alors les travaux d'ailleurs, enfin, il y a des liens, ils se sont rencontrés entre les travaux de Caroline Merchant et les travaux de Pierre Hadot. Vous connaissez peut-être le livre de Pierre Hadot, qui s'appelle Le voile d'Isis, qui est, moi, le meilleur livre que je connaisse d'histoire et de philosophie de la nature, où Pierre Hadot montre qu'il y a chez les Grecs deux paradigmes dans le rapport à la nature, celui qui dit prométhéen et celui qui dit orphique. Celui, bon, la nature, elle va se cacher, est-ce qu'on la dévoile violemment, ou est-ce qu'on respecte ses secrets? Et Pierre Hadot montre bien la continuité de ce type de métaphore. Disons, Bacon, tel que l'étudie Caroline Merchant, reprend le paradigme prométhéen de faut forcer la nature pour qu'elle rende ses secrets. Et donc, enfin, les deux livres ont des points de contact. Donc, vous voyez qu'il ne s'agit pas du tout de dire qu'il s'agit, au contraire, il ne s'agit pas de dire que les femmes sont nature, ni de poser qu'il y a une conception de la nature. Il y a, au contraire, je veux dire, Caroline Merchant montrait qu'on passe d'une vision féliciste à, de Pachamama, en gros, mais je veux dire, une vision qui est assez transculturelle à l'élaboration très occidentale du mécanisme.
est l'objet d'échanges de métaphores et de circulation croisée dans lesquelles à la fois se joue un autre rapport aux femmes et un autre rapport à la nature. Pour aller très vite, mais elle déterre quantité de textes. Enfin, si vous regardez toute une série de textes du XVIe siècle où on se met à discuter, est-ce qu'il faut creuser des mines ou pas, hein, il y a toute une série de métaphores sur on ne fouille pas les entrailles de sa mère. Hein. Quand on passe au mécanisme, on n'a plus ce genre de problème. Bon, j'ai tout à fait le sentiment d'être un petit peu schématique, mais je vous recommande la lecture. Donc, pour vous montrer que, bon, ce que Caroline Merchant montre bien dans son livre, c'est comment justement le dualisme, à la fois homme-nature et homme-femme, ont été des instruments forts de mise en place de la vision moderne. Alors c'est à partir de là que Karen Warren ou Val Plumwood, travaillant à la suite de ça, vont dire bon, que dans la série des dualismes donc, qui caractérisent la pensée moderne, nature-culture, nature-société, femme-homme, passif-actif, objet-sujet, etc., etc., alors toutes ces distinctions, elles voient les étapes d'une logique de la domination, puisqu'on passe de la distinction à il y a des hommes et il y a des femmes, il y a de l'humain et il y a du naturel, à une hiérarchisation, il y a du supérieur et de l'inférieur, qui justifie une subordination des femmes par rapport aux hommes, de la nature par rapport aux hommes. Donc les hommes, sujets rationnels, actifs, indépendants, sont ainsi en droit de faire des femmes et de la nature les objets passifs de leur domination. Donc il ne s'agit pas du tout, je répète, de dire les femmes sont nature et parce qu'elles sont nature, elles sont plus disposées que les hommes à s'occuper de la nature, mais au contraire de montrer qu'il y a des rapports d'analogie et d'échange entre une forme de domination genrée, dirait-on maintenant, et les formes de domination des humains sur la nature. D'où, si vous voulez, si je reviens à la question de début, ce que disent les écoféministes, ben, si vous ne regardez pas beaucoup bien ce que vous mettez sous homme, vous allez transférer vers la nature des rapports de domination non vus. Donc il y a une façon de faire apparaître le non-dit des dominations. Bien. Il y aura encore beaucoup à dire, mais je veux pouvoir avancer si on veut pouvoir discuter. Deuxième point, la question du care. Alors, disons, là aussi, il y aurait beaucoup à dire, et moi je vais vous dire la façon dont j'ai abordé la référence au care. Alors, bon, ça c'est Karen Warren, bon, je cite l'article de Karen Warren, les promesses de l'écoféminisme, elle en appelle, donc c'est plutôt en réponse à ce qui s'est mis en place comme éthique dans l'éthique environnementale au moment où elles interviennent, donc à la fin des années 80. Je vous rappelle, en gros, les grandes formes de l'éthique environnementale se mettent en place entre 1973 et 1980. La valeur intrinsèque, enfin surtout la valeur intrinsèque. Donc Karen Warren en appelle, je cite, à une éthique, je cite, qui fasse une place centrale à des valeurs de soins, care, là je cite la traduction, je pense qu'on ne traduirait plus, des valeurs de soins ou de care, d'amour, d'amitié et de réciprocité appropriée, des valeurs qui présupposent que nos relations aux autres ont un rôle central dans la compréhension de qui nous sommes. Alors je vous rappelle très rapidement aussi la façon dont Carol Gilligan, dans Une voix différente, publiée c'est 84 je crois, introduit la question du care. Elle remet en cause l'universalité d'une éthique très calée sur le droit,
même si c'est des droits moraux, d'une éthique qui pense que le travail en éthique, c'est d'arbitrer entre des conflits de droit. Et à cette idée qu'il faut arbitrer de la façon la plus universelle possible entre les conflits de droit, elle oppose une éthique qui fait appel aux études en contexte et qui vise moins à argumenter sur des droits qu'à faire apparaître des questions de responsabilité. Donc c'est des éthiques qui contextualisent, donc il y a donne une grande importance au récit. Il n'y a pas des situations universelles, il y a des cas accessibles au récit qui insistent sur la responsabilité et qui mettent en cause un peu un certain mythe de l'autonomie, comme le care, si vous voulez, c'est la façon de dire le mythe de l'homme d'affaires qui décide tout seul. Oui, il a une femme ou des domestiques qui s'occupent de lui chez lui, un chauffeur qui le conduit, et puis quand il a envie d'un café, il y a une secrétaire qui lui propose. Bon, à partir de là, parlez-moi d'indépendance, peut-être qu'on pourrait reconsidérer les choses. Bon, en gros, je schématise un peu. Donc c'est dans ce type d'approche. Alors, si vous voulez, c'est ce type d'approche du care qui dit on est dans des situations, donc il faut comprendre, on a des relations, il ne s'agit pas d'arbitrer entre des droits. Ça va très très bien marcher sur les questions d'éthique animale. Parce qu'en éthique animale, or les deux sont très proches, en éthique animale, l'éthique animale c'est effectivement, dans sa version plus ancienne, dans sa version plus utilitariste, mais peu importe, c'est quand même beaucoup développé comme une éthique des droits. Et donc comme une façon de reconnaître les animaux comme des sujets, des porteurs de droits au même titre, ou, on ne rentre pas dans les détails, que les humains. Et c'est là-dessus que qui se nomme écoféminisme aussi, mais le care animal dit, mais non, ce qui compte avec les animaux, c'est les rapports que nous avons avec eux, c'est des relations, et puis ne nous mettons pas uniquement sur un plan de pure rationalité, admettons les sentiments, et arrêtons de dévaloriser les sentiments, parce que Brigitte Bardot et compagnie, c'est forcément pas bon si on a des sentiments. On peut avoir à la fois des sentiments et de la raison, donc refus de l'opposition. Et alors bon, les éthiques du care animal, ça va être se soucier d'un animal, c'est ne pas le manger. Donc elles sont essentiellement végétariennes. Ce qui n'est pas le cas, ce qui va les mettre en conflit avec le care environnemental, où on n'est pas végétarien. Les femmes ne changeront pas. De ce point de vue-là, il y aura des gros conflits. Donc ça marche très très... Alors, le problème, si vous voulez, des éthiques du care en matière environnementale, c'est que l'environnement et les éthiques environnementales ne sont pas uniquement des éthiques des droits de la nature, même si ça peut apparaître comme ça. Donc, c'est pas toujours clair de savoir avec qui elle critique. Si vous avez quelqu'un comme Léopold, par exemple, qui est la grande référence de l'éthique environnementale, quelqu'un comme Léopold est quelqu'un qui accorde de l'importance à la relation, qui dit l'importance de la relation à la Terre. Donc, est-ce que Léopold est un carer ou pas, moi, personnellement, l'idée que j'ai avancée, c'est que le point critique, c'est la question de la wilderness. C'est la question d'une nature sauvage, et que il n'y a pas de care vis-à-vis de la wilderness, et je pense que l'éthique du care fait apparaître ce qu'il y a de masculinité, de défense de valeurs masculines dans le rapport à la wilderness. Mais bon, si vous regardez les textes de Val Plumwood, elle essaie de défendre une conception de la wilderness quand même. Donc, care. Alors, care, donc, priorité, importance de la relation, ce que ne faisaient pas apparaître les éthiques de la valeur intrinsèque. De ce point de vue-là, je pense que le care est très supérieur. Dernier point. Voilà, je me dépêche. Dernier point.
du care et l'écoféminisme permettent d'avancer dans la question de l'éthique environnementale, c'est est-ce que on va dire que alors, les éthiques du care, Guy Legan, mais aussi Tronto, ont beaucoup insisté, ont du coup rendu visible tout l'invisible de la vie familiale. Le care, c'est faire apparaître tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est tout ce qui est tu, tout ce qui est caché dans toute une série de relations qui sont constitutives de nos vies, d'où le titre d'un collectif dirigé par Sandra Logier, tous vulnérables, et donc faire apparaître la vulnérabilité des rapports sociaux dans ces domaines généralement passés sous silence, que sont la famille et puis les aidants. Et puis donc l'opposition entre care et cure, soigner ou les deux sens du soin, disons. Et bon, alors est-ce que le care environnemental, l'écoféminisme, est-ce que c'est une extension à la nature? À mon avis, on aurait tort de l'aborder comme ça, et là je passe du côté des théoriciens du care et de Tronto, qui est de John Tronto, et c'est une citation qui est très souvent donnée. Elle est prise dans un article. Là aussi, bon, si jamais, je n'ai pas toutes les références là, mais si jamais vous avez moins de problèmes, vous m'envoyez un mail, je vous donne toutes les références. Alors, John Tronto écrit, je cite, avec Bérénice Fischer, elles écrivent: au niveau le plus général, nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Donc, si vous prenez cette passage, cette définition de Fischer et Tronto, vous voyez que finalement, l'environnement, la nature, fait partie de notre monde. Il ne s'agit pas d'aller au-delà de notre monde et de découvrir la nature. Il s'agit plutôt de découvrir que dans ce que nous appelons notre monde, il y a des éléments naturels. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que le care et l'écoféminisme, c'est une écologie du milieu de vie. Et par là même, ça a très facilement une dimension politique. Alors c'est sur ce point que je voudrais aborder le troisième point que j'avais annoncé, qui est maintenant donc de passer au sud. Mais je vous dis, c'est déjà présent dans ce que je vous ai dit des mouvements de justice environnementale, donc on sait qui relèvent de l'écoféminisme, qui émergent aux États-Unis dans les années 80, portés par le mouvement des droits civiques. Mais passons maintenant au sud. Donc, ce que j'ai essayé de vous montrer, et c'est aussi la dimension politique, y compris dans l'approche plus culturelle que je vous ai donnée de l'écoféminisme américain, on peut dire c'est une étude des dominations croisées. C'est l'idée on va étudier ensemble, et pas seulement dans leur parallélisme. C'est pour ça que je vous ai parlé de Caroline Marchand pour montrer qu'il y a des échanges. Quand la Terre est une métaphore des femmes et que les femmes sont une métaphore de la Terre, les métaphores, c'est des échanges qui se font. Donc c'est des dominations croisées qui échangent leurs caractéristiques. Mais on peut dire que le Sud ajoute troisième domination, qui est la domination coloniale. Donc, comment on se croise? Les hommes sur les femmes, les humains sur la nature, et
les colonisateurs et les colonisés, ou post, avec des héritages qui se poursuivent. Là aussi, on peut dire que ça démarre avec faire apparaître. Alors c'est quelque chose qui m'a... Moi j'avais vraiment fait une recherche, mais bon, un peu regardé là-dessus. Quand on parle de la Révolution verte, par exemple, vous savez que la Révolution verte a consisté à, après la Deuxième Guerre mondiale, à importer dans le Sud un certain nombre de techniques agricoles relativement adaptées aux conditions agronomiques du Sud, qui ont permis un décollage. Ça a marché jusqu'à un certain temps, hein, qui a permis aux agricultures indiennes, en particulier du sous-continent indien, de décoller un peu. On en voit maintenant les conséquences. Mais justement, quand on en regarde les conséquences négatives actuellement, qui sont à la fois écologiques et sociales, hein, qui sont à la fois que les révolutions vertes ont entraîné des dégradations écologiques très grandes, en particulier dans le système d'irrigation, on a détruit le système d'irrigation traditionnel, bon, gros problèmes d'eau liés. Des conséquences sociales aussi, parce qu'en fait, c'est les plus riches qui ont pu faire ça, hein, et que ça a laissé sur le carreau un grand nombre d'agriculteurs pauvres. Quand on s'interroge sur ces conséquences, on ne pose pas les conséquences, on pose pas la question des conséquences sur les femmes. Or, les femmes du Sud, et en particulier dans le sous-continent indien, sont les exclus de la Révolution verte. Parce que toutes leurs activités traditionnelles, aller chercher du bois, de l'eau, le fait que les activités productives qu'elles avaient, elles avaient les activités productives, ils ne sont pas marchandes, donc ne transparaissent pas dans les statistiques. Donc à la fois, leurs conditions de vie ont été très gravement affectées par les révolutions vertes, mais en même temps, elles n'apparaissent pas, hein, parce qu'elles ne sont pas prises en compte dans les statistiques, alors que leurs conditions de vie sont profondément affectées. Deuxième élément, je vais vous donner ma propre interprétation. Deuxième élément, les femmes sont la cible d'injonctions contradictoires quant à leur démographie. C'est-à-dire qu'on leur demande à la fois de ne plus avoir d'enfants et, du côté des églises, de ne pas arrêter d'en avoir. Donc il y a une sorte de conjonction sur les conditions de vie dans si vous voulez, des pays, alors ça serait encore plus le cas en Afrique, où les femmes ont un rôle extrêmement important dans la productivité agricole. Vous voulez, dans le Nord, enfin en Europe, les femmes et la production agricole ont été séparées des tôt. Il y a une série d'étapes, hein, il y en a au XVIIIe siècle, il y en a... mais bon, dans le reste du monde, les femmes sont décisives dans la production agricole, et en même temps, elles souffrent des transformations de la production agricole. Je vais prendre un autre exemple. Quand on parle d'agriculture familiale, en Afrique, ça veut dire agriculture menée par les femmes. Et ça se dit pas. Donc, elles sont, je dirais, le point où se réunit la question de la production et la question de la reproduction. La question de la production agricole et la question de la reproduction démographique. Et de ce point de vue-là, à mon avis, ça explique à la fois comment elles sont au cœur des luttes pour le maintien de leur milieu de vie,
Et donc elles peuvent se battre pour la forêt autant que pour elles-mêmes. Le mouvement Chipko en Inde est un mouvement de lutte contre la déforestation. Et en même temps, trouver des éléments écoféministes en ce sens que, aux injonctions de dire arrêter l'inflation démographique, là, elles peuvent dire, mais ne nous traitez pas comme une nature. Enfin, c'est une culture, le contrôle des naissances. Il ne s'agit pas de traiter ça comme on traite le reste de la nature. Et du coup, il ne s'agit peut-être pas de traiter le reste de la nature comme on nous traite nous. Donc si vous voulez, on trouve les trois. Hein, la question des femmes, la question du rapport à la nature et la question du rapport à des puissances coloniales ou néocoloniales qui entendent contrôler la démographie du Sud et qui sont prêts d'ailleurs à accuser la démographie galopante d'être la cause principale des problèmes écologiques. Donc il y a, je vous dis, cette espèce de... C'est pas simplement une construction intellectuelle qui dit, bon, il y a des dominations croisées. Je pense vraiment que les femmes du Sud sont un point stratégique de questions qui sont indissociablement féminines, démographiques, politiques et écologiques. Et ça explique, à mon avis, qu'on les retrouve en tête des mouvements. Alors, je vous en ai cité, vous avez Chipko, Femmes indiennes pour la sauvegarde de la forêt, le mouvement de la ceinture verte au Kenya, hein, avec Wangari Maathai, et des mouvements comparables en Amérique latine, au Nicaragua et au Chili, au Brésil, et avec, vous savez aussi, la réponse c'est souvent le meurtre. Hein. Le meurtre des environnementalistes, de femmes, c'est des luttes extrêmement violentes. Hein. Donc, je crois que pour conclure, vous voyez que loin de l'idée effectivement assez ridicule que nous autres femmes serions plus naturelles que vous autres hommes, donc mieux destinés à vous occuper des choses de la nature, il y a dans les questions d'écoféminisme une remise en cause aussi bien du féminisme classique qui se défie la nature que d'un écologie, alors surtout d'un environnementalisme producteur de la wilderness, ça marche pas. Hein. Et je crois que la force, c'est pour ça que ça me paraît très important de passer par le Sud pour comprendre l'écoféminisme, cette articulation, la reproduction et la production, hein, dont elles sont un nœud stratégique, d'où l'importance du fait qu'elles soient capables de prendre leur autonomie, de trouver leur autonomie. Et donc, je dirais, bon, je disais que les éthiques du Caire avaient fait apparaître à quel point c'était vraiment l'idée de l'homme indépendant était illusoire. Je dirais qu'à un niveau plus large, il me semble que les écoféministes du Sud montrent à quel point l'idée de l'autonomie de l'économie est illusoire. Et que leur lutte montre, c'est que l'autonomie de l'économie, elle n'existe pas. Hein. Elle n'existe que... Un circuit économique n'est possible que s'il y a une vie familiale et s'il y a un rapport au reste de la nature. Et que donc ça, c'est absurde de vouloir étudier
des circuits autonomes de l'économie. Je m'arrête là, vous disant, hein, je n'ai pas du tout prétendu faire un tableau général, hein, parce que bon, c'est un fil conducteur que j'ai suivi, hein, il y en a d'autres possibles, et je suis sûr qu'il y aura plein de choses à dire dans notre séminaire, dans les séances à venir. Voilà, maintenant je suis prête à répondre à vos questions, à vos critiques, à tout ce que vous voulez. Merci. Je propose de poser des questions. Oui. Donc moi je vais commencer avec une première question. Tout d'abord j'aimerais vous remercier pour votre présentation, parce que je crois qu'elle était non pas exhaustive comme vous l'aviez annoncé, mais malgré tout quand même suffisamment claire pour avoir une vision d'ensemble de la problématique. Donc alors, ma question est la suivante. En fait j'aimerais bien qu'on revienne sur Dead of Nature, vous avez cité cet ouvrage, et plus précisément de la façon dont le mécanisme, donc le glissement épistémologique vers la vision de mécanisme, a influencé le rapport de domination de l'homme envers la femme. Parce que j'étais pas sûr de bien comprendre, c'est-à-dire que, évidemment, la domination de l'homme envers la femme, c'est quelque chose de beaucoup plus vieux que le mécanisme. Ah oui. Donc, oui, ça c'est évident. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est quel était exactement, si vous pouvez peut-être détailler, quel était exactement le changement de domination qui s'est opéré, est-ce que ça l'a affirmé, sous quel aspect exactement. Donc, c'est une question d'éclaircissement. Alors, si vous voulez, ce que montre Caroline Merchant, c'est que, bon, on passe d'une vision organique qui, disons, une vision holiste, hein, englobante, alors, et avec référence à la mère. Alors, ça ne veut pas du tout dire que, effectivement, hein, le patriarcat, il y a un patriarcat possible dans la vision organiciste. Et ce n'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer que il y a plusieurs images, enfin, références, à partir d'une vision organiciste, vous pouvez avoir plusieurs références, visions possibles de la femme, bon, qui peut être maternelle, bon. Mais qui peut être aussi effrayante. Et ce qu'elle montre, justement, sur la question des sorcières, c'est à quel point, à la fin du XVIe siècle, il y a une sorte d'inquiétude devant ce que les femmes peuvent avoir d'effrayant. Et de ce point de vue-là, le mécanisme va être une façon de discipliner les femmes. Et de venir à bout de ce qu'elles ont d'inquiétant. Et que donc cette vision de la nature débarrassée de son organicisme va aussi servir à une façon de se débarrasser de ce que les femmes ont d'inquiétant et de les dominer. C'est le lien le plus net qu'elle fait. Et bon, le dernier livre qu'elle vient de paraître, au contraire, s'appelle Autonomous Natures. Et elle revient sur alors c'est lié beaucoup au catastrophisme actuel, etc. Mais sur l'idée que, si vous voulez, dans l'idée de la domination de la nature, il y a aussi une façon de venir à bout de nature inquiétante et aussi des femmes. Donc, oui, d'accord. Je pense que c'est un bon élément de réponse. Est-ce qu'elle articule ça avec, par exemple, une étude sociologique? Oui, il y a, si vous voulez, au sociologique, j'irais même mis un arrière-fond marxiste, hein, chez Caroline Merchant, sur les transformations sociales à l'époque moderne, bon, sur la redistribution des paysans, tout ça, sur le développement de l'économie, il y a une sorte d'arrière-plan marxiste. Je veux aussi une question parce que si on prend ça, ça laisse entendre que le sort de la femme au XVIIIe est pire que le sort de la femme au XVIe, alors qu'il faut quand même admettre que le mouvement révolutionnaire. Donc ma question plus générale. Oui. On pourra en discuter longtemps, parce qu'on pourrait dire que c'est plutôt après la Révolution française ne va pas arranger le sort des femmes.
Non, non, pas du tout. Mais la problématique, c'est quand même... Oui, non, mais c'est pas d'un seul. En termes historiques et en termes culturels, il me semble... Non, c'est une interprétation, mais il me semble que le mouvement féministe est quand même un produit de la modernité, précisément. Hein. Alors, effectivement, la modernité, c'est à la fois le rapport mécaniste à la nature, mais aussi c'est l'affirmation de l'autonomie de la personne. Et bon, il y avait quand même des suffragettes déjà avant les révolutions françaises. Donc là, il me semble-t-il là une posture qui est contradictoire par rapport à une certaine intuition écoféministe. Sur les autres points, je serais plus d'accord. La logique du Caire, la logique du Sud. Mais il me semble que vouloir faire une relecture de l'Occident, hein, en associant quelque part c'est une analogie d'accord, mais moi je trouve qu'elle ne tient pas fort la route sur le plan historique. Mais bon, je me trompe peut-être. Non, mais si vous voulez, j'ai résumé très rapidement un livre qui ne prétend pas vous faire toute l'histoire des femmes. Hein. Pour moi, le grand mérite du livre de Caroline Merchant, c'est ce travail parallèle sur comment est redéfini le rapport des hommes aux femmes et comment apparaît la science moderne. Et c'est ça qu'elle partage avec Pierre Hadot, l'idée qui est un peu différente, si vous voulez, d'une épistémologie très, très rationnelle, très classique, que les métaphores sont importantes. Parce que les métaphores, ça permet, c'est des transports, quoi. Et que donc, c'est pas anodin, les images sont pas anodines, et permettent de passer d'un domaine à l'autre. Mais son domaine, c'est quand même plus l'histoire des sciences, hein, et elle prétend pas du tout faire une histoire complète des femmes. Oui, parce que même dans le... Je pousse un peu plus. Même dans le rapport strictement rationnel au corps, il y a aussi quelque part une libération par rapport à la peur. Il y a une fonction libératrice de la science, même dans le rapport au corps. Oui, non, mais elle ne dit pas que la science est... Donc je trouve qu'il y a une sorte de raccourci là qui... Oui, non, mais le raccourci, il est aussi mien, parce que je vous ai résumé en 5 minutes un livre de 700 pages. Je voulais vous demander de réexpliquer pourquoi vous dites la nature sauvage, le wilderness permet de trancher. Vous êtes allé vite et je n'ai pas très bien compris l'enjeu de ce passage-là, parce que vous disiez donc que ça permet de trancher entre plutôt les substantialistes ou ceux qui accordent une valeur intrinsèque à la nature et ceux qui ne lui accordent pas. Non, je suis allé très vite. Je vais un peu préciser. Alors c'est là, si vous voulez, que je vous ai dit, moi j'ai étudié l'écoféminisme en voyant la façon dont il intervient, dont les courants féministes interviennent dans une éthique environnementale que j'avais étudiée auparavant. Alors l'éthique environnementale, il faut que j'en dise un peu plus sur l'éthique environnementale. L'éthique environnementale américaine, anglophone, mais surtout américaine, s'est construite quand même essentiellement dans la tradition antérieure de protection de la nature, qui remonte à Thoreau, Emerson, et dont Léopold est un élément important, qui est celle d'une protection, bon, je dis wilderness parce qu'il n'y a pas de mot français pour dire cette nature sauvage, bon, supposée sauvage, supposée dans l'état où Dieu l'a créé, alors qu'il y avait des Indiens dessus. Bon, bref. Et autour, donc à partir de là, c'est fait deux choses. D'une part, au niveau proprement éthique, c'est l'invention de la catégorie de la valeur intrinsèque, l'idée que la valeur, alors c'est un terme complexe, mais de dire que, bon, pourquoi est-ce que la nature n'est pas simplement une ressource, un instrument pour nous, c'est parce qu'elle a une valeur qui lui est propre, hein, elle ne vaut pas uniquement pour nous, elle a une valeur qui lui est propre, et on va appeler cette valeur intrinsèque, qui est une façon de transposer aux entités naturelles. C'est passer de la liberté à la vie, si vous voulez, c'est de dire, bon, tous les êtres vivants, parce qu'ils se maintiennent dans l'existence et qu'ils cherchent à se reproduire, ont une valeur propre. Bon, c'est ça, en gros, rapidement, la valeur intrinsèque.
Alors ça, si vous voulez, par rapport à la valeur intrinsèque, on peut dire que le Caire dit, mais au fond, notre problème, c'est pas d'arbitrer entre des valeurs intrinsèques. Notre problème, c'est de comprendre les relations que nous avons avec un ensemble. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est parce que cette éthique environnementale, toute imprégnée qu'elle soit d'un raisonnement universaliste pris à la philosophie morale, est quand même très liée au mode américain de protection de la nature, donc des grands parcs Yellowstone, Yosemite, des grands parcs, hein, la nature sauvage, wilderness, hein, et Wilderness Act, le texte législatif qui règle la protection de la nature sauvage aux États-Unis, le Wilderness Act, définit la wilderness comme des étendues où il n'existe que, où il n'y a que des processus naturels en cours, qui ne sont pas entravés par l'homme, et où l'homme ne peut être qu'un visiteur temporaire. La question se pose, est-ce que le Caire est une autre façon d'avoir relation à la même chose, c'est-à-dire à la wilderness? En gros, c'est ce que dit Karen Warren, qui dans son article explique comment on peut gravir une montagne avec amour, et pas de façon... Bon. Moi, je trouve que ça ne tient pas très bien. Et donc, la question se pose, est-ce que Caire et wilderness, ça peut coexister? Ma réponse, c'est non. Mais c'est ma réponse. Alors, j'ai argumenté dans des articles. Bon. Ma réponse, c'est non. D'une part, alors j'ai beaucoup épluché hein, la littérature écoféministe. Alors, autant celles du Caire animal peuvent être critiques vis-à-vis de l'écoféminisme environnementaliste, parce qu'ils ne sont pas végétariens. Hein. Une grosse critique de Carol Adams vis-à-vis de Karen Warren, qui raconte avec des larmes dans les yeux, comment un grand-père indien apprend à son petit-fils à bien chasser le cerf. Et à Carol Adams, je lui dis, chasser le cerf? Et pour manger le cerf, j'ai du honte, c'est pas caring. Bon, donc, il y a cette critique possible. L'autre critique, si vous voulez, c'est qu'à bien regarder, quand on y vient justement en ayant lu les textes féministes, et il y a des textes de Bloom là-dessus, à quel point le rapport à la wilderness est un rapport viril. Alors ça peut être de façon grossière, si vous prenez Teddy Roosevelt, hein, Theodore Roosevelt, qui est le premier Roosevelt, qui est un grand défenseur de la wilderness. Il vous dit en gros, bon, on n'est pas en guerre pour l'instant, c'est avant 14, hein, on n'est pas en guerre pour l'instant, mais ce qui peut être la meilleure école de guerre, c'est la leçon de promenade en wilderness. Bon, donc il y a à prendre ça et à voir que c'est vraiment des valeurs masculines dans l'affrontement avec la wilderness qu'on arrive, et que donc de ce point de vue-là, il faudrait qu'il y ait une critique féministe de la wilderness qui n'est pas extraordinairement faite. Et l'élément supplémentaire, c'est que l'éthique du Caire est une éthique de la relation. Or, on n'a pas justement, ce qui caractérise la wilderness, c'est qu'on n'a pas, ou le moins possible, ou pas caring, en tout cas. Si on ajoute en plus à ça que l'éthique du Caire est une éthique qui est sensible à la vulnérabilité, le modèle wilderness, c'est au contraire un modèle d'une nature extraordinairement résistante. Cette nature dont on a encore peur, hein, mais qu'on a mis dans des réserves, donc on peut y aller de temps en temps pour voir qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais avoir peur un peu quand même. Pensez à tous ces romans américains en wilderness qui se terminent si mal. Donc il y a quelque chose qui se rejoue.
qui n'est pas du tout, à mon avis, dans l'approche caring. Hein. Donc de ce point de vue-là, mais je crois que, il me semble qu'aller jusqu'au bout de ce trajet écoféministe, et moi je suis une critique de la wilderness, donc ça ne me gêne pas de trouver un autre point de vue pour la critiquer. Je pense que celle qui reste à l'intérieur de l'éthique environnementale, ce qui n'est, je le répète, qu'une toute petite partie des écoféministes, ne sont peut-être pas encore prêtes à vraiment remettre en cause la wilderness de ce point de vue-là, quoi. Est-ce que j'ai été plus clair? Si vous pouvez me poser la question. Oui, tout à fait, parce que... Donc voilà. Oui. En lien à ça, j'aurais quand même une question. Au fond, l'argument de l'esthétique, parce que quand vous dites qu'on peut monter une montagne dans les morts, je suis pas du tout oui, non, mais je compte. Non, mais si vous voulez, l'argument de l'esthétique n'est pas présent dans votre discours. Il n'est pas du tout présent dans le discours féministe. Parce qu'au fond, l'articulation de la nature. J'ai entendu une fois un exposé sur l'origine des Yellowstones, presque. Et c'était une mission à la fois de scientifique et de juriste. Les scientifiques avaient déjà une planification de tout le bazar, et c'est les juristes qui ont dit, écoutez, c'est trop beau, on ne peut pas y toucher. Donc l'argument esthétique... Ah non, mais vous n'en avez pas parlé. Alors, c'est pas présent dans les... Alors, si vous avez fait un exposé sur les origines de la protection de la nature, j'aurais certainement pris l'argument esthétique et j'aurais montré en plus, après, justement avec Léopold, comment la protection de la nature conduit à transformer l'esthétique, avoir une autre vision, pas scénique, pas sublime, etc. Mais ça, c'est sûr. Dans la littérature écoféministe, c'est pas extraordinairement présent. En tout cas, je ne l'ai pas rencontré. Ça, j'ai pas eu l'attention attirée par ça. Parce qu'on pourrait dire qu'au fond, la logique esthétique est relativement complémentaire à la logique du cœur. On peut s'occuper de quelque chose. Le rapport esthétique est une forme de relation, quand même. Ah oui, non, mais ça, Mais... Est-ce qu'il y a une esthétique féministe? Je ne sais pas. En tout cas, c'est dans toutes les questions de protection de la nature, c'est extrêmement important. Même si ça n'a pas une place simple. Dans ce que j'ai lu de l'écoféminisme, ou alors, si vous voulez, ça sera beaucoup plus, mais alors beaucoup plus dans... Alors, j'ai pas parlé du côté activisme, en fait, de la politique. Alors, ça, oui. Justement, dans Reclaim, je dirais une esthétique de l'activisme féminin, mais s'il n'y a plus de nature. Dans la description justement de la marche sur Washington, etc., il y a des éléments importants pour dire ça compte pour nous que ça soit beau, que la politique soit belle. Hein, et avec ce côté aussi qui est très, très caractéristique des formes actuelles d'esthétique, de la performance. L'art est un acte. Hein, on fait de l'art en agissant, pas en mettant des choses à regarder mieux. Mais ça, vous trouverez ça, disons, dans ce dont je vous ai pas parlé, qui est ces mouvements politiques. Mais pour ce qui est à l'intérieur de l'éthique environnementale, elles n'attaquent pas sur ce... Elles ne montrent pas leur différence là-dessus. Oui. Alors, merci beaucoup pour votre exposé. Ma question est peut-être plus politique. Allons-y, on n'en a pas parlé. Donc, vous parlez des différents rapports entre hommes-femmes, entre humain-nature, entre nord-sud, et tout le mouvement conteste l'aspect hiérarchique dans tous ces rapports, fondamentalement. Or, le mouvement qui conteste tout ça, à la base, c'est l'anarchisme. L'anarchisme conteste toutes les formes de hiérarchie. Si on reprend les textes de Bookchin, etc., on trouve ça. D'où mon interrogation, c'est une question et une interrogation. Est-ce que
les femmes, par rapport aux hommes, auraient une plus grande proximité, une plus grande sympathie avec les systèmes de gouvernance anarchique. Et si je me tourne un peu vers l'avenir, est-ce qu'avec la montée en puissance des femmes dans les niveaux de pouvoir, toute relative, je suis bien d'accord, mais néanmoins, c'est une exponentielle. Alors, mais est-ce qu'avec cette montée en puissance, on peut s'attendre à un glissement vers des systèmes qui aillent un peu plus vers une tendance de gouvernance anarchique par rapport aux gouvernances oligarchiques qu'on connaît? Voilà, c'est ça mon interrogation. Alors, je me garderai bien de généraliser. Mais disons, alors celle-là c'est un aspect que j'ai pas du tout présenté, mais qui m'avait frappé quand j'ai fait la donc quand j'ai lu tous les articles de l'anthologie d'Émilie H, là, Reclaim, et que j'ai fait la postface, ce qui m'a effectivement frappé. Donc, dans ces mouvements féministes, écoféministes, qui, je vous dis, débordent très largement l'élément finalement restreint que j'ai eu au moins dans les deux premières parties, qui est l'éthique environnementale comme éthique de la protection de la nature. Donc on a quantité de... Je veux dire, dans l'anthologie d'Émilie H, vous avez aussi bien quelque chose sur la marche de Washington, vous avez quelque chose sur donc les mouvements de justice environnementale, en particulier au sud des États-Unis, qui sont urbains, qui sont autour de pollution. Donc, bon. Vous avez aussi, alors il y a un nom que je ne vais pas prononcer, mais qu'il faut prononcer, c'est Starhawk, hein, cette militante féministe. Il y a d'ailleurs dans le même éditeur que Reclaim, il y a des textes de Starhawk, il y a un texte de Starhawk là-dedans, et c'est des formes, c'est une présence militante à la Nouvelle-Orléans après Katrina. Hein. Donc on sort du domaine relativement restreint, mais il y a deux choses, si vous voulez, qui m'ont frappé dans ces mouvements. D'une part, je dirais, ces mouvements politiques sont leur propre fin, en ce sens qu'il ne s'agit pas de faire une manif pour obtenir quelque chose. Alors si on fait une manif pour obtenir quelque chose, mais la manifestation en elle-même est un mode d'existence politique. D'où l'importance que ça a, justement, sur la dimension esthétique, sur la façon dont on s'y présente. Hein. Bon, il y a ça, d'une part, vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec l'anarchisme, si vous voyez. Alors, l'autre aspect, c'est qu'en lisant les articles de Reclaim, où elles décrivent l'organisation de ces mouvements, et justement dans le déroulement même de ces mouvements, au moment où je travaillais ça, alors, pas Bookchin que je... Bon, mais les livres de David Graeber, hein, qui est... Vous connaissez David Graeber? Ah, il faut lire Bureaucratie, hein, franchement. Lisez ça. Et puis un livre très court qui s'appelle La démocratie aux marges, qui est paru au bord de l'eau en 2014, et où la thèse de Graeber, c'est un anthropologue et un économiste. La thèse est un anarchiste. La thèse de Graeber, c'est que finalement, la démocratie, c'est pas ce que les Anglais ont apporté aux colons américains, elle s'invente chez les pirates, au lieu où se rencontrent à la frontière entre le Canada et ce qui va devenir les États-Unis, où se rencontrent des tribus indiennes et des coureurs de bois, etc. Bon. Et donc, il y a toute une sorte de théorie là. Alors, la thèse de Graeber, une des thèses de Graeber, c'est que la règle majoritaire, qui est la règle de nos démocraties, hein, et qui permet d'éviter l'unanimité, suppose la violence de l'État, au sens où, pour adopter la règle de la démocratie,
il faut qu'il y ait une force capable d'imposer à la minorité ce que la majorité a voté. Donc la règle, qui est la règle par excellence de la démocratie représentative, qui est la règle de la majorité, ne peut exister que là où le pouvoir est lié au monopole de la violence. Donc, les formes non étatiques de démocratie doivent être unanimistes d'une façon ou d'une autre, ou consensuelles. Il faut que le consensus soit accepté par tous pacifiquement. Or, la description, regardez dans les clés, la description des procédures dans ces mouvements féministes, c'est ça. Il n'y a pas de règle de la majorité, et de ce point de vue-là, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut imposer à tous ce qui n'a été admis, pas par tous. Donc, de ce point de vue-là, il y a des convergences de pratiques. Alors, l'autre question, et elle n'est pas simple, de ce point de vue-là aussi, c'est la question de la violence. Parce que, si vous voulez, il y a une convergence possible entre les mouvements féministes. Par hasard, Washington, c'est un mouvement pacifiste. Est-ce qu'il y a une non-violence? Si vous partez de l'idée que, en particulier, l'écologie politique, c'est pas une doctrine, c'est une série de principes, mais qui ne forment pas un corps de doctrine, vous verrez à quel point l'écologie politique a été liée à la non-violence. Et à quel point aussi les mouvements féministes sont des mouvements non-violents. Est-ce que c'est nécessaire? C'est pas simple. D'abord, ce qu'on nomme violence, c'est pas simple. S'asseoir par terre, c'est à la fois violent et non violent. Donc, je veux dire, vous voyez, il n'y a pas intrinsèquement violent ou intrinsèquement pacifique. Et sur la question de la violence, qui est à mon avis une question justement à poser à l'anarchisme, on peut dire qu'il y a des éléments complètement contradictoires, c'est quand on pose la question justement de la rencontre de l'écoféminisme, c'est pas évident du tout. Donc c'est une question à poser. Et je vous dis, alors on peut se dire au fond, est-ce que les mouvements ne sont pas d'autant plus portés à la violence qui visent l'État, qui visent le pouvoir d'État, et que des mouvements qui ne veulent pas atteindre l'État seront moins portés à la violence, ne seront pas dans la concurrence pour la violence. Donc moi il y avait des choses dans le livre dans le principe de démocratie d'Albert Augien et Sandra Logier sur justement Starhawk montre que c'est une vraie question, la question de la violence. Et c'est une question qui se pose aussi pour les mouvements écologiques, qui s'est posée à Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Donc ma réponse est il y a des convergences nettes, peut-être dues au fait aussi, je vous dis, que ces mouvements féministes ne visent pas l'exercice du pouvoir. C'est en ce sens que je dis, ils sont leur propre fin. Ce n'est pas la préparation d'une prise du pouvoir. Et par là même, s'il y a des règles démocratiques anarchiques, et c'est là que David Graeber m'avait intéressé, ils sont de ce côté-là. Pour ce qui serait d'une part plus importante des femmes, étant donné que généralement les femmes, quand elles arrivent au pouvoir, elles se mettent à imiter les hommes, c'est pas gagné d'avance. J'ai une question très large et par rapport à votre parcours intellectuel. Oui. Vous êtes très connu par votre lecture des Physiocrates et justement vous avez évoqué les rapports avec les colonialismes, mais aussi les besoins de créer
une économie ou de penser une économie qui soit liée à la nature. Et chez les physiocrates, il me semble qu'il y a comme des contradictions. Ils sont à la fois des fonctionnaires de l'Empire français colonial, mais en même temps, ce sont dans l'histoire de l'économie, ils continuent à penser l'économie au sein de la politique, donc ils ne les délient pas du réseau social, et en même temps, il y a une ontologie de l'interrelation où l'homme est pensé comme une force physique qui fait partie de la nature. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas un dualisme fort homme-nature, même si l'homme, enfin c'est pas des spinozistes, l'homme, il y a quand même une hiérarchie. Donc je voulais savoir si d'abord il y a un lien entre votre intérêt par la physiocratie et maintenant vos études à l'écoféminisme ou pas du tout, et si vous pensez qu'il est possible de faire des liens ou de repenser l'économie à partir des physiocrates, s'il y a quelque chose que ça peut apporter, soit pour faire une critique de la manière dont on a construit en Occident les rapports à la nature, soit pour tirer les contradictions au sein des physiocrates eux-mêmes. Alors, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais disons que quand j'ai commencé à travailler sur les questions environnementales, ça n'avait rien à voir. Bon, simplement, l'axiome premier de l'écologie, qui est d'ailleurs aussi celui de Montesquieu sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est que tout est extrêmement lié, tout est interdépendant. Donc, je me suis lancé de 92 dans les questions d'environnement, etc. Il n'y a aucun rapport direct. En même temps, en y travaillant, bien entendu que je me suis rendu compte qu'il y avait des rapports, puisque tout est extrêmement lié. Alors, disons sur le physiocrate. Bon, d'une part, les physiocrates sont des gens de l'époque moderne pour qui les questions écologiques ne se posent pas. Hein. C'est-à-dire que les physiocrates sont quand même des gens qui pensent que... alors, c'est pas des gens de la croissance illimitée, parce qu'on n'est pas dans la croissance illimitée à l'époque, bon, mais ils pensent que, bon, la Terre, en gros, elle est inépuisable. Hein. Par ailleurs, même s'ils disent que ce qui est bon pour les hommes est bon pour la nature, ils savent d'une certaine façon que c'est pas vrai. Hein, et ils regardent ce qui se passe pour les hommes sans voir si c'est vraiment bon pour la nature. Donc, je veux dire, il y a une énorme... Ils sont à une époque où on ne se pose pas les problèmes environnementaux, donc c'est pas la peine. Hein. D'autre part, je dirais, ils ont... Celui qui serait beaucoup plus proche de ces questions, c'est celui qui les critique un peu, qui est Turgot, et qui... Turgot est celui qui, finalement, est le premier à parler de rendement décroissant. À dire, bon, si vous augmentez les apports à la Terre, la production va monter, et puis à un moment, elle va monter moins, et puis elle ne va plus monter du tout. Alors, il ne fait pas la théorie de la thermodynamique, mais c'est la première approche. Hein. Donc, de ce point de vue-là, Turgot serait plus proche des problèmes actuels que... Alors, moi, ce qui m'intéresse chez les physiocrates, où je peux encore m'intéresser, on va voir peut-être si ça m'intéresse toujours, mais c'est que c'est les derniers, justement, à parler de reproduction. Alors, le tableau économique, hein, le fameux tableau économique par lequel, que Marx admirait tant, par lequel Keynes explique l'ensemble du mouvement économique, comment la classe productive, c'est-à-dire la paysannerie, se trouve en charge d'un produit net, qu'elle distribue, dont elle donne une partie à la classe des propriétaires, qui la redistribue, et par une série d'achats
tout tourne en rond. Hein. Mais ça suppose, et c'est là que c'est important que la classe productive soit les paysans, ça suppose que la terre reproduise. Je vous dis, pour les physiocrates, ça ne fait pas un problème. Et quand même, ils le disent. Hein. Et après, on ne va plus s'en passer. On ne va plus en parler. Quand Marx parle de schéma de reproduction, c'est à l'intérieur d'un circuit autonomisé. Il n'y a plus de rapport à l'ensemble naturel dans lequel ça s'insère. Donc, de ce point de vue-là, on reprend, mais de façon problématique, parce que justement la théorie des rendements décroissants est passée, mais l'idée qu'il n'y a pas de production et de circulation et d'échange sans reproduction. Donc il y a quelque chose comme un retour aux physiocrates, mais par ailleurs ils ont une vision de la nature complètement mécaniste. Bon, vous voyez, il n'y a pas de lien direct, mais moi je les aime bien parce que c'est les derniers à parler de reproduction. Moi j'aimerais bien vous poser une deuxième question. Allez-y. Donc en fait, c'est dans la manière suivante. Est-ce qu'il est concevable et comment d'articuler ce que j'appellerais un féminisme non essentialiste avec la question du care? Et je vais m'expliquer. Donc parfois j'ai l'impression qu'on trouve un discours qui consiste à dire que, et je pense que c'est vrai dans une certaine mesure, à cause de la domination de l'homme envers la femme, on a valorisé certaines valeurs comme la raison dans les questions morales, et donc on a été fort préoccupé par les questions du droit et des devoirs. Et donc l'intérêt du care, et que j'apprécie grandement, est d'introduire un renouveau sur l'apport de l'émotivité dans les questions éthiques. Mais alors le problème par contre que ouais. Là où je reste un peu perplexe, c'est que j'ai parfois l'impression que du coup ça réhabilite une vision de l'homme qui serait essentiellement cet être rationnel et de la femme qui serait tournée vers l'émotion et vers le sang. Et on sait bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une inégalité, par exemple, notamment par rapport à l'accès à certaines professions, parce que les professions du soin, il y a un accès beaucoup plus facile pour les femmes que par exemple des métiers comme ingénieur civil ou celles qui sont labellisées comme étant un rapport privilégié à la raison. Et donc, c'est vrai qu'idéalement, moi je préférais un féminisme qui véhicule un dépassement peut-être de cette dualité avec des rôles genrés attribués à l'homme et à la femme et les valeurs sous-jacentes. Donc je me demandais si cette question était abordée dans la littérature et comment est-ce que vous la régleriez. Alors, une petite modification à ce que vous venez de dire. Il ne s'agit pas de jouer dans le care le sentiment contre la raison. Il s'agit de dire que ça ne s'oppose pas et qu'il n'y a pas à choisir. Alors ça, c'est très très net dans le care animal. Parce que, si vous voulez, il y a toute une dévalorisation de la relation aux animaux, qui est bon, ce que je faisais rapidement en disant, ouais, Brigitte Bardot, etc., de dire que la relation aux animaux ne peut être que sentimentale et pour cette raison est ridicule. Carole Adams et Joséphine Donovan, qui sont les deux font plus parler d'elles dans le care animal, opposent avec raison. D'abord qu'il n'y a pas de raison de les opposer, et puis en fait cette dimension de l'affect et du sentiment est décisive. Pourquoi est-ce qu'on cache les abattoirs? Je veux dire, il n'est pas faux l'argument des végétariens de dire mais si les gens voyaient ce qui se passe dans les abattoirs, ils mangeraient plus de viande. Ah non, non. Bon, on est d'accord là-dessus. Je suis même végétarien. Non, mais je veux dire, on est d'accord là-dessus de dire. Oui, c'est clair. Leur réhabilité, c'est pas dire qu'il domine seul. Par ailleurs, il y a des raisonnements de Carole Adams, justement, de philosophie analytique très fine sur la façon dont on masque aussi la consommation des animaux en passant d'être singularisé à de la viande. Nous mangeons de la viande, on ne mange pas, on mange à la pain, mais il a été
On n'en mange plus. Bon. Donc, alors, dans la littérature écoféministe, la question est abordée directement par Caroline Merchant dans, je ne sais plus lequel de ses livres c'est, est-ce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Earth Care, est-ce que c'est celui-là, enfin il y en a plusieurs, mais où elle dit, et j'en avais discuté avec elle, elle refuse d'être dite écoféministe parce qu'elle ne veut pas considérer que le type, alors elle c'est pas le care qu'elle propose, c'est ce qu'elle appelle une éthique du partenariat, partnership ethics, où elle dit elle ne veut pas considérer que d'une façon ou d'une autre ça reviendrait plus aux femmes de s'occuper de la nature qu'à d'autres. Hein, donc elle refuse ce qui pourrait rester l'essentialisme. Donc, sinon, si vous voulez, moi mais ça sera je pense pas que la sélection se fasse sur la raison. Je pense qu'elle se fait sur la violence. Je m'explique. J'ai longtemps fait partie du jury d'entrée à l'École normale supérieure de l'Arménium à Paris. Et en particulier, j'ai fait partie du concours, deuxième concours littéraire, qui est vous savez comment ça marche, hein, c'est des concours très sélectifs. Et c'est un concours où il y a autant de matières littéraires que de matières scientifiques. Et en particulier, il y a beaucoup de mathématiques. Et donc moi j'étais en philosophie, et nos collègues de mathématiques faisaient un peu le résultat, parce que, à la différence des collègues littéraires, ils notaient de 0 à 20. Alors que nous autres littéraires, philosophes, autre chose, hein, je ne dis pas une lettre littéraire, c'est très dur de mettre 20 en philo. Bon, alors déjà ça nous énervait que ce soit eux qui finalement puissent à ce point orienter les résultats, parce qu'ils avaient une échelle de notes beaucoup plus ouverte. Donc moi j'étais allé discuter avec eux, et je leur ai demandé un peu comment ça se passait. Puis j'avais eu des récits par mon mari qui a aussi intégré une grande école scientifique, dans une fille qui est prof de maths, etc. J'avais d'autres récits. Et en gros, ils m'ont expliqué que celui qui avait la meilleure note, c'était celui qui était capable de leur tenir tête. C'était pas celui qui faisait usage de sa raison, c'est celui qui l'emportait dans un rapport de force, qui ne se laissait pas impressionner dans un rapport de force. Et donc, il faudrait relire des gens comme Stella Baroque, ou ces gens qui ont beaucoup étudié comment ça marche les disciplines scientifiques. Je pense que l'idée qu'on sélectionnerait sur les capacités rationnelles est très largement fausse. Il faut autant de raisons pour faire de la philo que pour faire des maths ou de la physique. Vous avez fait les deux, vous pouvez le dire. Et donc, je pense que, si vous voulez, les orientations genrées, elles se font sur d'autres choses. Et moi, je dois dire, j'ai été impressionné mais convaincu par ce qu'il m'avait dit sur ce qu'était une interrogation mathématique dans un concours de très haut niveau et extraordinairement sélectif. Vous voyez? Je ne sais pas si je vous réponds. Non. Je ne crois pas. Alors, on pose votre question. C'est aussi possible que cela dit que je ne connaisse pas suffisamment le CARE. Donc ça, je viens tout à fait. Non, mais c'était pour dire, si vous voulez, je pense que se dire que le CARE, c'est une revalorisation des sentiments qui finalement rentre dans le stéréotype que les femmes seraient émotives, prêtes aux affects
et que les hommes seraient des êtres rationnels maniant l'abstraction, je pense que c'est pas vrai que ce sont des stéréotypes qui arrangent quelque part et que les distinctions genrées, et en particulier, c'est pour ça que je vous ai dit, bon, ce qui fait que à partir d'un certain moment les garçons réussissent mieux en maths et les filles, c'est pas tellement sur ce stéréotype sentiment-raison, c'est sur un maniement des rapports de force. C'est pour ça que je pense que la question de la violence est une question extrêmement importante sur laquelle je n'ai pas de réponse actuelle. Mais, vous voyez, je ne vais pas vous dire, je pense que le CARE, en disant il n'y a pas de raison d'opposer raison et sentiment, peut amener à se focaliser sur d'autres aspects. Tout ne se distribue pas entre raison et sentiment. C'est en ce sens que j'ai essayé de vous répondre. Donc il entend dépasser quand même ces stéréotypes. Oui, tout à fait. Pour faire apparaître peut-être d'autres clivages plus opératoires. Moi j'avais une question sur la dimension spirituelle que peut avoir. Ah ouais, j'en ai pas parlé. Oui, alors, c'est un aspect important. Alors, pas tellement dans ce que je vous ai présenté. Alors là, je veux dire, il y a un biais qui vient de moi, j'ai un peu de mal. Hein. C'est là que quand on me dit les femmes sont pas rationnelles. J'ai un peu tendance à rester dans le domaine de la rationalité, bon, qui a été mis en travaillant sur le 18e. Donc quand je les rencontre, j'ai du mal à les prendre en compte, et c'est là que je suis très reconnaissante à Émilie H de m'avoir donné à lire et amené à secouer un peu ce que je savais avec l'anthologie qu'elle a faite, parce que là, la dimension spirituelle est très importante. Hein, et que donc, quelqu'un comme Starhawk, mais d'autres, hein, sont dans la déesse. Hein, fortement, très fortement. Difficilement en parler plus, parce que je dois dire, je me retrouve mal. Hein, je me retrouve mal. Alors ça, c'est, on peut dire, le point, ce qui est intéressant dans la façon dont Émilie H a préparé son anthologie, c'est justement le reclaim. Et alors, bon, claim, vous savez, c'est cet intraduisible aussi, qui veut dire aussi bien droit, prétention, voix, hein, le claim of reason, le livre de Cavell, a été traduit en français par les voix de la raison, voix avec un X. Bon, bref, donc je traduis pas. Mais c'est l'idée, si vous voulez, je vais revenir à la déesse. C'est l'idée sur la nature, bon, vous avez le premier mouvement féministe, qui est de dire, défiez-vous de la nature, c'est avec la nature qu'on vous coince. Voilà. Parce que c'est naturel, c'est féminin, donc naturel de faire ceci, de faire cela, donc envoyez promener la nature. À cela, on peut répondre, il ne faut pas confondre la naturalisation et la nature. C'est pas parce qu'on naturalise les femmes, hein, c'est pas parce qu'on naturalise la maternité, que la nature ne vaut rien. Et donc le reclaim, c'est reprendre à son compte une nature, mais qui n'est pas la nature dans laquelle on nous a coincés. Alors ça peut prendre des quantités de formes, et en particulier du côté des homosexuels, de sexualité un peu pourquoi est-ce qu'on laisserait à la manifestation pour tous le privilège de dire la nature c'est un papa, une maman et 2 enfants, et que nous on dirait maintenant on n'est pas dans la nature,
Et s'il y avait une nature aussi pour les lesbiennes, pour les gays, etc. S'ils pouvaient reclaim une nature. Et c'est un peu la même chose pour la spiritualité. Hein. On nous a bien dit que la religion, c'était le club des papes régnats. Bon, et si on reprenait... Voilà, je peux le dire, j'ai du mal à l'expliquer. Je vous renvoie. Mais il y a un mouvement, et je vous dis, Starhawk en particulier. La référence, c'est Starhawk. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, pas trop de choses, le rapport au corps? Est-ce qu'il peut aussi en parler de la ferme? Parce que moi, ce qui m'a frappé, par exemple, toute la problématique des soins palliatifs, on passe d'une logique médicale, d'une sorte de contrôle des maladies. Et à la limite, quand on ne sait plus rien contrôler, même traditionnellement, il est démuni. Et on passe là d'une logique de rapport de force et de volonté de contrôle à une logique, tout ce qu'on peut faire, c'est accompagner, ou en tout cas faire en sorte que... Et là, il y a vraiment un changement du passage d'une logique de la guérison à une logique du care, mais qui renvoie à un rapport, une modification profonde du rapport à la personne. On passe au fond d'une pratique de thérapeutique, mais alors qui est typiquement là, de la logique de la maîtrise et de la mécanisation, à un autre rapport à la personne. Ça me frappe parce que c'est logique du care dans le rapport à l'écologie. On est vraiment dans le même registre, au fond, du passage à une logique du pur contrôle à une logique du respect, en tout cas, de quelque chose, d'un type de relation. Oui, alors là, tout à fait. Et alors là aussi, bon, il y a des articles dans l'anthologie Reclaim qui sont intéressants. Alors là, je dirais plutôt par rapport au féminisme que par rapport au care, mais c'est convergent à ce que vous avez dit. Une des conséquences j'ai une étudiante qui a fait son doctorat là-dessus, une des conséquences de l'antinaturalisme du féminisme, c'est qu'elles n'ont rien à dire sur le corps. Bon, relisez Simone de Beauvoir, elle déteste son corps. Et il y a une sorte de silence. Donc, l'écoféminisme, de ce point de vue-là, du côté féminisme, est une reprise du corps, une réattention au corps, avec, du coup, d'ailleurs, des côtés qui posent un peu problème, comme la déesse. Hein. Il y a la question de la fertilité. Parce que, bon, je vous ai dit que je n'en reparlerai, mais je n'en ai pas reparlé. Françoise de Bonne, elle, c'est clair pour refuser de faire des enfants. Mais la position actuelle, c'est juste le contraire. Il faut refuser justement ce contrôle de la démographie, qui est une maîtrise, et une maîtrise très souvent une injonction masculine. Et donc, retrouvons notre féminité en ayant des enfants. Ce qui n'est pas évident. Hein, donc, il y a ce côté-là. Alors, il y a, je pense qu'on en voit les traces, enfin les effets. Bon, il y a eu l'année dernière un livre qui a été publié sur les règles. C'était pas concevable au temps du féminisme type Simone de Beauvoir. Hein, au contraire, bon, on n'en parlait pas, on se débrouillait pour ne pas avoir de règles. Là, il y a une sorte de redécouverte du corps, avec quelquefois un peu des retours de bâton. Mais je pense que, alors, en particulier dans la médecine, de retrouver le corps, c'est important. Et c'est aussi, c'est quelque chose d'ouvert. Enfin, moi, je veux dire, pour ma génération qui s'est battue pour l'avortement, pour la contraception, etc., je comprends très bien l'opposition pilule, mais ça va pas de soi. Hein. Donc il y a ça aussi, je veux dire. Il y a à la fois, je crois que un des points noirs
de l'antinaturalisme féministe, c'est fort. C'est quand même énorme. Alors, on le retrouve dans le weekly, et c'est excellent, en particulier effectivement, du côté médecine. Mais il va y avoir encore à réfléchir pas mal là-dessus pour arriver à en tirer quelque chose, quoi. D'autres questions? On va conclure alors. Merci beaucoup encore. Eh bien, merci de vos questions.